Je peux comment... Ok, ça marche. Bonjour à tous, c'est Bertie d'assister à ma soutenance de thèse qui s'intéresse aux interactions modèles, au voisinage et points exceptionnels et l'application pour l'atténuation acoustique. Donc cette thèse, elle a été réalisée donc, à un co-encadrement entre l'UTC et Isaïe Sumeka. Donc côté UTC, donc, j'ai mon directeur de thèse, donc c'est Emmanuel Perret-Demain. Côté Sumeka, donc c'est co-encadré par Renaud Lénig. Et donc il y a aussi Gauthier Lefebvre de l'UTC comme co-encadré. Et donc, cette thèse, elle s'intéresse donc à l'atténuation acoustique. Donc, on va commencer par des petits rappels donc, sur les ondes. Bien sûr. Ouais, excusez-moi. Pardon. Donc, on va commencer donc, par un petit rappel donc, sur les ondes. Hop. Donc, quand on a des ondes donc, qui vont se propager dans différentes directions, celles-ci elles peuvent s'additionner. Et donc, on voit ici sur cette animation. Donc, sur le figure de gauche, j'ai deux ondes, donc une de certaine fréquence en bleu qui se propage vers la droite, une autre fréquence en orange qui se propage vers la gauche. Et quand elles vont se croiser, donc, ça va donner des patterns spécifiques. Et en particulier, donc, si les deux ondes qui se rencontrent sont de fréquences similaires, enfin exactes même, ça va donner lieu donc, pardon, ici à des ondes stationnaires. Et ces ondes stationnaires, du coup, le comportement de l'onde va être amplifié justement pour ces ondes. Et si on en cherche, donc, par exemple, dans les salles, si on peut trouver des ondes de résonance, donc dans les salles, dès qu'on va propager donc, des ondes, celles-ci vont se réfléchir donc, au niveau des interférences, elles vont se réfléchir les unes entre les autres. Donc, il va aussi y avoir des phénomènes d'interférence, et ceux-ci vont être les plus marqués donc, pour certaines fréquences de résonance, pour lesquelles on va retomber donc, sur des ondes stationnaires dans des milieux donc, fermés. Et on appelle donc ces fréquences des fréquences de résonance d'une salle. On les appelle aussi par exemple les fréquences propres, vu qu'elles sont propres aux caractéristiques donc, du milieu et pas de la manière dont on l'excite. Et donc en acoustique, quand on va regarder donc, le comportement justement des amplitudes en fonction de la fréquence, on va donc tomber sur ce genre de graphe. Et ici, chaque pic, ça va correspondre à un pic donc, de résonance. Et on peut les distinguer donc, selon leur plage de fréquence. Les méthodes d'atténuation acoustique dont en général vont dépendre justement de la plage de fréquence ciblée. Par exemple, ici, donc, sur les ondes à haute fréquence, on voit que les pics sont très peu marqués. Il y a plein de petits pics, mais ils ne sont pas de très grandes amplitudes. Donc, généralement, les hautes fréquences n'ont pas posé de problème pour les atténuer. Viennent ensuite, ici, donc, les moyennes fréquences. Donc là, on voit des pics très marqués, mais assez étroits. Et donc, pour ce genre de système, ici, on peut utiliser donc, des peureux qui sont très efficaces justement pour atténuer les moyennes fréquences. Donc, sur des grandes plages de fréquences, donc, comme aussi donc, les hautes fréquences. Et enfin, donc, sur la gauche, on voit les basses fréquences qui ont un comportement assez distinct. Donc, on voit que les pics sont assez larges. Et donc, pour atténuer les basses fréquences, pardon, il va falloir donc mettre en place des méthodes d'atténuation un peu différentes, donc en l'occurrence avec des résonateurs dissipatifs, où là il va falloir donc accorder chacun des résonateurs sur la fréquence qu'on va atténuer pour obtenir la meilleure atténuation. Et ces méthodes d'atténuation, elles vont dépendre de l'état voulu. Par exemple, dans un milieu propagatif, on va pouvoir viser une absorption parfaite pour avoir une onde stationnaire qui sera donc complètement absorbée. Par contre, dans des milieux résonants, l'approche va être un peu différente. Et donc, notamment sur la réponse temporelle, nous, ici, on aimerait savoir si on peut obtenir donc, une meilleure atténuation temporelle en venant faire fusionner justement deux pics de résonance. Donc, ça se représenterait comme ceci. Donc, on va venir accorder notre résonateur. La fréquence ici, donc à la troisième à droite, elle va être un peu décalée. Par contre, les deux premières, elles vont fusionner. Et donc, ce jeu de paramètres qui vont conduire à la fusion donc, de mode propre, c'est ce qu'on appelle donc, un point exceptionnel. Et c'est des paramètres très sensibles qu'on va donc étudier ici justement pour voir leur influence sur l'atténuation acoustique. Donc un petit état de l'art. Donc dans les guidons notamment, l'une des méthodes de conception de traitement acoustique dans les guidons donc, qui avait été développée par Kramer, donc l'impédance de Kramer en 1953. Ça correspond justement à faire fusionner des modes propres de propagation. Donc ça ne s'appelait pas encore des EP à l'époque. La notion avant d'EP et son utilisation assez récente. Mais donc ça correspondait déjà donc, à un EP
sur l'impédance de Cramer qui est très largement utilisée justement pour atténuer les guides d'onde. Mais la notion de P, du coup, ça a permis de généraliser donc, ces résultats à d'autres situations et donc de donner naissance à d'autres études. Donc ici, j'ai laissé quelques exemples dans la littérature et qui du coup se basent sur le concept de P pour obtenir une meilleure atténuation dans les guides. Donc ici, on a parlé d'acoustique, mais en fait, les EP, donc, on les retrouve partout dans la physique des ondes. Et donc, l'un des intérêts des EP, justement, c'est d'offrir une vue unifiée donc, de plein de concepts de données différents, mais qui reposent sur les mêmes fondements théoriques, donc des points valeurs propres qu'on verra plus tard. Et donc, les points valeurs propres, ils sont aussi à l'origine, en fait, de plein de phénomènes contre-intuitifs. Donc, comme l'on dit, les EP, on va s'intéresser à des problèmes paramétriques. Donc, on ne va pas considérer juste un problème, mais toutes ces configurations différentes en fonction des paramètres. Et notamment, donc, les EP, ça permet de délimiter les différents régimes de solution de ces problèmes. Par exemple, c'est le cas des couplages faibles et forts, donc, qui avait été discuté par Rodriguez. Mais par exemple, l'amortissement critique d'un oscillateur amorti. Donc, par exemple, si on considère une porte battante, si elle est très peu amortie, elle va osciller. Donc ça, c'est quelque chose qu'on préfère éviter. Alors que si elle est très amortie, elle va pas osciller, elle va pas dépasser l'entrée. Mais du coup, elle va mettre beaucoup de temps à s'atténuer. Et donc, la différence entre ces deux régimes, justement, l'amortissement critique qu'on voudrait pour que la porte se ferme le plus rapidement possible sans osciller, ça correspond aussi en fait à un point exceptionnel. Donc, il y a aussi les effets polarisants. Donc, à l'EP, les modes vont fusionner. Donc, les modes qui vont être favorisés, justement, ce sera ce mode qui va fusionner. On reparlera de ces phénomènes-ci par la suite. Comme on l'a dit aussi, les EP, ça apparaît donc, pour des configurations très sensibles aux paramètres. Et de ce fait, récemment, il y a des capteurs qui ont été conçus donc, sur le principe des EP, justement, et de cette hypersensibilité et du comportement du système au point exceptionnel. Et enfin, les effets qui sont donc très étudiés récemment, donc c'est notamment contre les ondes. Et c'est donc l'obtention, par exemple, ici de guides d'onde avec des transmissions qui seraient non réciproques. Donc, par exemple, ici, on voit un guide d'onde qui a un certain traitement qui est non homogène le long de son axe. Et si j'impose du coup une combinaison de deux modes, donc ici en rouge et bleu, d'une part et l'autre du système, en fait, le sens du coup des ondes va faire qu'à la fin, un mode sera du coup favorisé ou non. Et ça va juste dépendre du coup du sens de propagation des ondes. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc, des effets Kirov. Donc ça fait qu'on n'a pas la même sortie d'un côté ou l'autre. Et ça, par exemple, ça pourrait trouver des applications plutôt en furtivité, du coup, si on veut être entendu dans un sens, mais pas qu'on nous entende dans l'autre. Et donc, pour revenir donc plus sur les verrous scientifiques, donc les EP, on en trouve dans plein de domaines de la physique. Donc, ils sont très étudiés en physique quantique, en optique, en photonique, notamment parce que c'est des systèmes où on peut facilement en fait, jouer sur les gains et les pertes. Et on peut notamment, par exemple, se placer dans le contexte donc, de systèmes PT symétriques, donc où les gains et les pertes se compensent, et où donc on verra après les valeurs propres sont réelles. Mais dès lors qu'on veut étudier un système mécanique, du fait que généralement on va se retrouver avec des systèmes macroscopiques, trouver donc les bons jeux de paramètres pour trouver un point exceptionnel, là ça devient assez compliqué. Il faut faire preuve justement d'un peu de subtilité. Et donc par exemple aussi, quand on fait une étude fréquentielle donc avec des compositions de Fourier, on peut se ramener à des paramètres complexes pour lesquels il est plus facile donc, justement de trouver des points exceptionnels. Donc paradoxalement, l'analyse du coup avec des paramètres donc réels, ça fait que les points exceptionnels c'est plus compliqué à trouver. Donc pareil, si on étudie un système mécanique et qu'on veut étudier sa réponse temporelle, il va falloir trouver donc, des EP à valeur réelle. Et donc de la même façon, si on procède à une étude en temps, la question c'est est-ce qu'on peut justement réaliser donc, des effets Kirov, donc comme on vient de voir précédemment, mais du court temps. Donc, ça c'est ce qu'on va regarder ensuite. Et enfin, donc, dans l'intro, on a dit que les EP c'était des optimums du coup, pour l'atténuation dans les guides d'onde, mais est-ce que c'est aussi le cas donc, dans des systèmes résonants, donc est-ce qu'on pourrait les appliquer justement pour l'atténuation en acoustique des salles par exemple. Donc le point numéro 4, donc là on va aller, donc c'est comment les EP vont jouer sur l'atténuation du qualité acoustique. Mais pour ça, donc, comme on sait que les EP, donc, ça correspond à faire filer deux modes propres et que dans un système continu, on en a une infinité, on va plutôt commencer par étudier un système mécanique qui présente que deux modes. Comme ça, on va pouvoir pleinement étudier les effets de l'EP sans être pollué par la réponse des autres modes du système. Mais avant ça, on va procéder donc à des petits rappels d'analyse modale hermitienne pour voir justement qu'est-ce qui change dans l'analyse modale non hermitienne dès lors qu'il y a de l'amortissement. Donc, on va commencer à procéder donc à des rappels d'analyse modale. Donc, l'analyse modale, c'est l'outil qui permet de retrouver les modes propres, donc les fréquences propres d'un système. Et donc, dans le cas d'abord hermitien, donc quand l'énergie est conservée, donc pas de gain, pas de perte.
Et pour introduire donc la notion de fréquence propre, on va considérer donc des systèmes mécaniques très connus, donc les pendules simples et les systèmes base-ressort. Donc le pendule simple dans l'approximation donc aux petits angles où il peut linéariser, et leur équation du mouvement elle ressemble donc à ceci. Et on reconnaît l'équation d'un oscillateur harmonique, donc qui prend donc plutôt cette forme-ci, où du coup oméga 0 carré ici est donné donc, par ces formules donc, pour le pendule simple et le système base-ressort. Et on dit donc que ces systèmes sont des oscillateurs mécaniques harmoniques, parce que comme on voit ici, donc les réponses sont juste des fonctions, donc ici un cosinus, dont la pulsation propre sera directement déterminée donc, par les paramètres du système. Donc les conditions initiales ne vont pas influencer sur cette fréquence propre, c'est vraiment une fréquence qui est propre à ses caractéristiques. Et donc notamment si on regarde celle du pendule simple, racine de G sur L, ça veut dire pour une horloge par exemple, ben, c'est comme ça qu'on peut l'accorder pour qu'elle batte à la bonne période. Et ce ne serait pas pratique d'avoir une horloge dont la période dépendrait de comment on lâche le point. Donc ça, c'est pour donc un système à 1 degré de liberté. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner pour des systèmes plus complexes? Donc maintenant, on va considérer deux systèmes base-ressort, deux pendules, deux pendules simples coupés entre eux. Donc on a deux pendules qui sont ici couplés donc, par un ressort de raideur K fixé à une distance D des pivots. Et là, les équations du mouvement vont ressembler à ceci. Donc on voit qu'il y a un couplage des équations, vu que l'équation de θ1 fait vers θ2, l'équation de θ2 fait vers θ1. Bref, on va plutôt donc régler tout ceci sous forme matricielle. Donc ici avec les matrices M de masse et K de raideur qui sont dans ce cas-ci définies positives. Et on va chercher donc pareil des réponses du système qui sera harmonique. Et ça, c'est pas le cas en général. Par exemple, si je déplace juste le pendule de gauche, on va obtenir ce genre de réponse. Et là, on voit qu'aucun des pendules n'a de réponse purement sinusoïdale. Par contre, c'est le concept de mode. On peut trouver justement des modes du système pour lesquels la réponse va être en phase. Donc là, c'est la manip qu'on va utiliser notamment pour faire l'encerclement tout à l'heure. Donc si je les lâche donc en opposition de phase, on voit qu'en fait, ils vont du coup continuer de tous les deux osciller à la même fréquence. Donc, là, je ne les ai pas super bien lâchés, mais c'est l'idée. Donc l'amplitude, ils vont aussi, donc on dit en phase, et une fréquence qui est donnée. Donc ça, c'est ce qu'on définit un mode. Donc cette déformée modale plus l'amplitude, la fréquence, pardon, à laquelle il oscille. Et de la même façon qu'on a un mode donc, en phase, il y a aussi un mode donc, dit en opposition de phase. Donc cette fois-ci, si je les lâche en opposition de phase, et donc pareil, une nouvelle déformée modale, et généralement donc, de fréquence plus élevée. Et enfin, c'est une déformée modale, on peut les représenter donc, sous forme vectorielle dans le plan θ1, θ2. Donc comme on l'a dit, pour le mode en phase, il fallait les lancer donc, avec la même amplitude. Donc si je déplace θ1 d'une unité, il faut déplacer θ2 d'une unité. Donc il va se représenter comme ceci dans le plan θ1, θ2. Et au contraire, donc pour le mode en opposition de phase, si je déplace θ1 d'une unité, il faut déplacer θ1 à 2 d'une unité négative. Et ils vont se représenter comme ceci. Et on voit qu'ici, nos modes ont la propriété d'être orthogonaux, ce qui ne sera plus le cas qu'on va le voir dans l'analyse modale non hermitienne. Et donc, ces modes propres qu'on les retrouve à partir, ça c'est donc ce qui conduit donc, à la recherche de points de valeur propres. Donc on retrouve donc l'équation du mouvement ici sous forme matricielle. Et donc on cherche les modes propres, donc des réponses qui sont harmoniques. Donc on va considérer justement des solutions harmoniques. On va les injecter dans ce système d'équations et ça va conduire à un problème de valeur propre généralisé. Et on retrouve donc ici les déformées modales, donc les vecteurs propres de ce côté-ci, et lambda carré ici, donc lambda qui est proportionnel directement à la pulsation propre. Et encore une fois, on voit avec ce formalisme que les modes propres dépendent uniquement des paramètres du système. Ici, leur équation pour les obtenir ne fait intervenir que les masses, la matrice de masse et la matrice de Reynolds. Et pour trouver les valeurs propres, il faut trouver en fait les racines donc, du polynôme caractéristique qui s'obtient donc en développant le déterminant de notre problème de valeur propre. Et donc l'intérêt des modes propres, notamment, c'est le principe de superposition. Pour un système à n degrés de liberté, il va posséder n modes propres, et sa réponse peut s'écrire comme une superposition de ces derniers. Donc ici, on avait donc deux modes propres, le mode en phase en opposition de phase, et je peux retrouver toute solution du système comme superposition de ceux-ci. Et les seules choses qui vont dépendre donc, des conditions initiales, ce sont les amplitudes modales ici, donc A1 et A2. Et donc, en fait, le graphe que j'ai montré tout à l'heure, c'est ni plus ni moins en fait, qu'une superposition des modes en phase et en opposition de phase. Donc voilà pour un petit rappel de l'analyse modale. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on prend en compte de l'amortissement? Donc là, ça va conduire donc, à une analyse modale non hermitienne, donc un petit récapitulatif par contre des différences entre les deux. Donc dans les systèmes hermitiens, l'énergie est conservée et pas dans les systèmes non hermitiens. De ce fait, des valeurs propres qui correspondaient juste aux pulsations propres ici et qui avaient juste donc une partie réelle imaginée en fonction de la convention. Et il va falloir prendre en compte aussi donc ici sigma, le taux de décroissance du mode
dû au fait justement qu'on ait de la dissipation dans le système. Donc de plus, les valeurs propres elles sont semi-simples dans l'analyse modèle hermitienne, mais elles sont possiblement donc dégénérées plus tard dans l'analyse modèle non hermitienne. Et enfin, les vecteurs propres, on a vu tout à l'heure qu'ils étaient orthogonaux, et c'est plus le cas dès lors qu'il y a de l'amortissement. Par exemple, ici, si on regarde, ici on peut varier par exemple un paramètre donc complexe ici x2. Initialement, quand il vaut 0 dans un système hermitien où les vecteurs propres sont orthogonaux, par contre, dès lors qu'on commence à augmenter ce vecteur, on va voir que ceci se rapproche, donc le système n'est plus orthogonal, et c'est encore plus marqué dans un EP où les vecteurs propres vont fusionner. Donc ça, c'est la notion de point exceptionnel, donc définie par Cato en 66. Et ça soulève donc plein de questions, et donc notamment, est-ce que le principe de superposition qu'on a vu précédemment, il va toujours pouvoir s'appliquer à un système donc, qui est dégénéré, pour lequel il n'y aura plus qu'un seul opposant. Donc maintenant, on va essayer de montrer donc, ces différentes propriétés donc, sur un système donc, expérimental, donc, qui correspond donc à ces points de couplé qu'on voit ici. Donc ceux-ci sont utilisés ici à l'UTC, donc en LQ3, pour représenter justement les notions de mode propre. Sauf que du coup, ce système-là, en l'état, il ne possède pas d'amortissement. Donc nous, on est venu modifier justement pour pouvoir venir avoir un système non hermitien. Et donc pour cela, on a opté pour par un amortissement donc, par courant de Foucault. Donc au bout de ce second pendule, on est venu fixer une plaque en aluminium. Celle-ci, on est venu la placer entre deux solénoïdes ici, donc des bobines. Ces bobines, dès qu'on fait passer un courant électrique dedans, ça va créer donc, par effet de courant de Foucault et d'induction, ça va faire l'effort du coup de la place qui va s'opposer au mouvement, et on va pouvoir obtenir comme ceci un amortissement visqueux dans le système. Donc ça permet déjà d'avoir donc un système qui va rester linéaire, donc propice au mode propre. Et en plus, en utilisant donc l'amortissement par courant de Foucault, on peut contrôler cet amortissement donc précisément grâce à l'intensité du courant magnétique qu'il traverse. Donc on obtient un amortissement qui est directement proportionnel au carré du courant. Et en plus, ce qui vient avec cette manip, donc ici je les ai pas ramenés, mais on a des capteurs FEA qui nous permettent d'obtenir des tensions proportionnelles au déplacement de chacun des pendules. Donc ça va nous être utile ensuite pour l'analyse justement des différentes manips. Et on va commencer donc par une petite modélisation du système. Donc on reprend le même système que tout à l'heure, sauf que cette fois, du fait de l'amortissement, il va falloir aussi prendre en compte la matrice d'amortissement ici, donc C. Et si on reprend le même formalisme que tout à l'heure, ça va conduire cette fois donc à un problème valeur propre quadratique, donc du fait de la matrice C. Et on voit ici qu'on a du coup un polynôme en lambda. Donc ça va changer un peu la nature du système, mais on peut se ramener justement à un problème valeur propre généralisé. Donc en passant donc, par ce changement ici de variable, donc on va faire doubler la taille de notre système matriciel. On va retrouver donc un problème valeur propre généralisé ici avec les matrices A et B qui sont données comme ceci, et donc les vecteurs propres qui vont s'écrire comme ceci. Et on peut aussi donc, diagonaliser les matrices A et B par X, la matrice formée des vecteurs propres, tant qu'on n'est pas à l'EP, par ce processus, et on obtient cette formule-ci, qui va nous être utile tout de suite. Donc maintenant, on a dans notre expérience, on a réussi à la modéliser. Maintenant, on veut chercher comment on va trouver, identifier justement les modes propres de la cavité, de nos systèmes de pendules couplées. Donc, ce qu'on a utilisé de base, c'est la transformée de Fourier, du coup, l'outil classique. Le problème, c'est qu'ici, comme on va avoir des pulsations propres qui sont très rapprochées, il va falloir utiliser des signaux très longs pour pouvoir identifier les fréquences propres. Donc ici, c'est pas du tout propice à notre étude. Et en plus, on n'a pas non plus accès aux vecteurs propres si on utilise juste l'analyse de Fourier. Par contre, comme on l'a dit précédemment, donc, on a cette relation ici, donc le principe de superposition des modes, qui permet donc de faire correspondre la réponse du système à sa décomposition modale. Du coup, on a plutôt adopté une méthode donc, de curve fitting. Donc, on va ajuster notre fonction ici aux données expérimentales en venant chercher donc, numériquement les bons paramètres, donc les bons vecteurs propres et valeurs propres lambda 1, lambda 2, etc., qui vont permettre d'avoir le meilleur filtre entre nos deux résultats. Et donc, c'est ce qu'on a obtenu ici. Et on voit donc, par exemple, ici, donc, les marqueurs, donc c'est les données expérimentales. Les courbes, donc, ce sont le fil qui a été réalisé. Et on voit qu'ils coïncident très bien. Donc, ça, c'est super pour trois raisons. Donc, la première, ça veut dire que notre modèle expérimental, notre modèle analytique, pardon, il va de pair avec l'expérience. Donc, on va pouvoir l'exploiter pour trouver les OP. Ensuite, donc, grâce à cette méthode, on a pu trouver les valeurs propres du système et ses vecteurs propres. Et enfin, avec la formule qu'on a vue précédemment, en fait, nous, du coup, grâce à cette identification, on obtient donc le contenu modèle, donc on connaît cette matrice-ci, et donc en procédant par des algorithmes d'optimisation, on peut retrouver justement les paramètres donc, qui sont donc contenus dans les matrices B et A. Et donc, grâce à une méthode d'un algorithme d'optimisation, on peut retrouver donc, pour chaque manip les valeurs L1, L2, KD carré et C2.
Donc pour chaque manip, dès lors que je lance les pendules, je peux identifier du coup les modes propres et les paramètres du système. Donc maintenant qu'on a tout ça, on peut donc identifier les modes propres. On va chercher justement à les étudier, de voir comment on va tomber sur un EP. Donc on va commencer par l'analyse fréquentielle du système donc dans le cas de l'amorti. Et tout d'abord, on va donc découpler nos systèmes pour étudier les pulsations propres de chacun des pendules. Et ici, donc, il n'y a pas d'amortissement, pas de ressort. Et on va regarder comment les pulsations propres de chacun des pendules se comportent en faisant varier donc L2, la position donc, de la seconde masse. Donc ici en bleu, la courbe horizontale bleue ici, ça correspond à la pulsation propre du premier pendule. Donc naturellement, celle-ci, elle ne dépend pas de L2, vu que L2 c'est le deuxième pendule. Par contre, la pulsation propre du second pendule, elle, naturellement, elle va dépendre de L2. Et on voit qu'il y a deux endroits, donc aux alentours de 0,25 cm et de 0,7 cm, mètres, pardon, où les pulsations propres des deux pendules vont être très proches. Donc on peut dire que c'est des endroits propices à trouver un point exceptionnel. Donc maintenant, on va rajouter notre ressort. Cette fois, maintenant, je n'affiche plus donc les pulsations propres de chacun des pendules, mais les pulsations des modes. Donc encore une fois, en vert, le mode en phase à basse fréquence, et en rouge, le mode en opposition phase à haute fréquence. Et là, on voit le comportement donc, de croisement évité ici. Justement, comme on l'a dit, si on a un système hermitien, les modes ne peuvent pas se croiser, donc ils vont s'éviter. Donc c'est le phénomène de croisement évité ou de viril. Mais on sait que ces zones justement de viril, croisement évité, elles sont jamais clairement en fait de points exceptionnels. C'est juste qu'il faudrait utiliser un paramètre complexe pour en trouver. Donc si on considère ici maintenant qu'on a un L2 qui peut devenir complexe, en jouant sur la partie complexe de L2, on pourrait se ramener à des configurations où ces coursives vont se croiser. Le problème, c'est qu'ici, ce n'est pas le cas. On ne peut pas utiliser une valeur L2 complexe pour notre expérience. Donc pour cela, on va plutôt utiliser un deuxième paramètre, qui pour nous, du coup, est l'amortissement obtenu par courant de Foucault. Et on va essayer de trouver un point exceptionnel, grâce à un jeu de paramètres L2, C2 de notre expérience. Donc on revient sur un petit rappel de maths. Donc le premier valeur propre, il a cette tête-ci. Donc cette fois-ci, les matrices M et K dépendent de L2, la matrice C, elle dépend de C2. Et les valeurs propres sont donc les racines qu'on retrouve en cherchant donc les racines du polynôme caractéristique. Donc un point exceptionnel, ça correspond à une fusion de modes propres. Du coup, on va chercher un mode double, une racine double. Et donc pour cela, on va chercher une configuration L2C2 qui va conduire à un polynôme caractéristique, donc qui serait de cette forme-ci, où on observe bien donc, ici lambda 0 qui serait une valeur propre double. Celle-ci, on peut donc le réécrire sous cette forme-ci. Donc il faut que lambda, pour être un point exceptionnel, soit égal à une racine, mais que ce soit aussi une racine de la dérivée donc, de ce polynôme par rapport à lambda, du fait du carré qu'on voit ici. Et donc ça, c'est les conditions qu'il faut vérifier pour avoir un point exceptionnel. Je développe un petit peu plus l'algorithme de continuation numérique ensuite, qui nous a permis de trouver le paramètre réel. Mais en tout cas, ici, ce qu'on a trouvé, c'est deux EP. Donc un EP, on les affiche ici sous forme de tableau. Donc chacun avec une pulsation qui sont très proches et du sigma a un taux de décroissance légèrement différent pour ce jeu de paramètres L2, C2. Et on observe bien donc, que L2, on est aux alentours de 0,24 et 0,67, donc non loin justement des zones de viril qu'on avait identifiées précédemment. Et ici, on va plutôt s'intéresser au deuxième EP, parce qu'on voit que c'est celui pour lequel l'amortissement modal sera le plus faible. Et donc, ça va nous permettre d'avoir des manips qui vont s'atténuer moins vite et donc d'observer des résultats plus longtemps. C'est mieux donc, pour une analyse numérique par la suite. Donc maintenant, on va mettre en évidence donc, les différents phénomènes UZP dont on a parlé dans l'intro, à commencer donc, par les notions d'optimum pour d'atténuation pour la réponse libre. Donc pour cela, on va fixer L2 à la valeur de son EP, valeur de l'EP, pardon, et on va faire varier ces deux jusqu'à tomber sur l'EP et voir comment se comporte le système. Donc on observe donc quatre cas différents ici. Donc ici, donc, les réponses temporelles. Donc ici, c'est sur 5 minutes. Donc ça fait qu'on ne voit pas trop les oscillations et se chevauchent. Donc j'ai préféré mettre en gras ici les enveloppes des signaux. Et à droite, on a donc les valeurs propres, donc en pulsation ici, et ici en l'atténuation modale. Et on va regarder à chaque fois donc, comment se comporte la réponse temporelle en fonction du caractère des valeurs propres. Donc si on commence la première, ici, on n'a pas d'amortissement, enfin, on a juste l'amortissement naturel du frottement de l'air. Donc dans ce cas-ci, on observe très peu d'amortissement, donc le ciel est très peu amorti. Et ça s'explique donc par le fait que le taux d'atténuation il est très faible. Et par contre, du fait que les pulsations propres elles sont déjà très proches ici, donc on est aux alentours de 3,25 et 3,3, on va observer donc, ce qu'on appelle un effet de bannement, donc c'est ce qu'on voit ici. Et c'est ce qu'on peut observer donc, ici assez rapidement. C'est-à-dire que si j'excite juste un pendule initialement, donc il verra l'énergie, il va la transmettre au second pendule. Et petit à petit, en fait, le premier pendule il va lui communiquer toute son énergie. Et à la fin, il va s'arrêter. C'est le second pendule du coup, qui aura toute l'énergie. Et on va observer comme ça donc, des échanges d'énergie entre les deux pendules. C'est ce qui caractérise du coup le fait de bannement ici.
Et on parle aussi donc de couplage fort, du coup, du fait des échanges d'énergie entre les deux mondes. Ensuite, on va augmenter la valeur C2 donc de l'amortissement. Donc, naturellement, l'atténuation des modes va augmenter. Donc, on voit que l'atténuation globale du système elle décroît plus vite. Et les pulsations propres, elles vont se rapprocher. Donc, ça fait que la période du battement, elle va augmenter. Et c'est ce qu'on observe ici, la période du battement, elle est légèrement supérieure. Ensuite, on augmente encore donc l'amortissement. On va se retrouver très proche de l'EP. Donc, ici, on voit que naturellement, l'atténuation modale augmente encore. Donc, le système il s'atténue encore plus vite. Et les fréquences propres, elles sont quasiment identiques. Oui. Et ça fait qu'on n'observe plus de battement, du coup. Et là, on a des échanges d'énergie qui sont irréversibles. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est envoyée du premier pendule vers le second, il n'est pas renvoyé dans le premier pendule. Et de là, on pourrait se dire que si on continue d'augmenter l'amortissement, on va obtenir une meilleure atténuation globale. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Quand on voit ici, dès lors qu'on dépasse le P, si j'augmente l'atténuation, il y a un mode qui sera très atténué, donc ça c'est bien. Mais il y aura un autre mode qui lui sera très peu atténué. Et ça se retranscrit donc sur la réponse globale du système ici. On voit qu'on a augmenté l'amortissement, mais le système il est moins bien atténué. Et donc là, c'est qu'on parle donc de couplage faible où il y a trop d'amortissement. Et ça permet aussi de faire un petit parallèle justement avec l'oscillateur amorti. On voit justement d'abord un régime où on a des échanges d'énergie. Et le second régime, on n'a plus d'échange d'énergie. Et le P permet de faire la transition entre les deux et ça correspond à un optimum d'atténuation. Donc, on va juste maintenant s'intéresser à cette figure-ci. Donc là, on est à l'EP. Est-ce qu'on peut utiliser encore le principe de superposition? Donc, le principe de superposition, je le rappelle, il s'écrit comme ceci. Si on est pile à l'EP, par contre, il ne va plus marcher justement parce qu'on n'a plus qu'un seul mode. Et à l'EP, justement, les valeurs propres et les vecteurs propres, ils vont devoir se développer donc comme ça, épuisés. Donc, c'est comme des développements Sine-Taylor, sauf que ça va faire venir des termes fractionnels, donc ici une racine carrée. Et notamment, donc, les vecteurs, ils vont s'écrire comme une somme donc, du vecteur 0, donc le vecteur standard à l'EP, plus ici un vecteur V0 tilde, donc un vecteur propre généralisé. Et donc, le principe de superposition, du coup, à l'EP, il s'écrit comme ceci, où ça fait intervenir ici, donc on reconnaît un terme en T de ce côté-ci. Et donc, V0 tilde, on dit que c'est un vecteur propre généralisé, parce que contrairement au V0, on peut juste l'exciter initialement, et on va juste rester sur notre V0. Si on excite uniquement le vecteur généralisé V0 tilde ici, il va faire intervenir au cours du temps en fait, le vecteur propre standard, parce que le V0 tilde n'est pas un vecteur propre standard, c'est un vecteur propre généralisé. Et mieux encore, en fait, du fait de cette dépendance en T, le vecteur qui va dominer à temps long, ce sera justement le vecteur V0, donc le vecteur standard. Et ça se remarque encore plus si jamais les conditions initiales font que l'un des pendules vaut 0, c'est-à-dire que du fait de ce terme ici en T qui va vaut 0 aussi, c'est-à-dire que les composantes suivant A0, B0 et A1, B0 tilde vont s'annuler. Et on va observer justement uniquement du coup, la réponse en A1, B0 T exponentielle de lambda 0 T au cours du temps. Et du coup, c'est ce qu'on remarque sur le second pendule. Là, j'ai rajouté du coup l'enveloppe de ce signal-ci, et on voit qu'elle épouse très bien le mouvement du second pendule, donc ça met bien en évidence le caractère donc, de la croissance en temps à l'heure. Ensuite, un autre paramètre qu'on peut regarder, c'est la sensibilité. Donc, je rappelle encore ici développement Sine-Puiseux. Donc, contrairement aux zones hors de l'EP, on peut faire des développements Taylor. Donc, du fait de l'EP, on va avoir des développements qui nécessitent donc d'utiliser la racine carrée. Vu qu'on voit qu'ici, proche de l'EP, on va avoir des pentes verticales. Donc, on peut utiliser des développements Taylor classiques. Et donc, la série des développements Sine-Puiseux, il montre ici, si on perturbe donc, avec epsilon, un epsilon tout petit, lui, il va être très rapidement amplifié du fait de la racine carrée. Donc, on va obtenir des endroits où ce sera. Donc, les modes propres vont être très sensibles à l'EP. Et donc, une façon donc, de quantifier donc, cette non-normalité ici à l'EP, c'est d'utiliser le conditionnement de la matrice des vecteurs propres, donc, par exemple ici, qui peut nous servir d'indicateur pour savoir si on est proche ou pas d'un EP. Et donc, par exemple, ici, sur ces deux figures, j'affiche sur chaque de gauche donc, la différence, la valeur absolue, donc la différence des valeurs propres, qui doit être très faible donc, du côté de l'EP vu qu'elles vont fusionner. Et au contraire, donc, le conditionnement, lui, il va exploser au niveau de l'EP. Et donc, ça nous permet d'avoir justement un indicateur qui permet de calculer donc, la distance à un EP. Donc, voici pour la sensibilité. Maintenant, on va revenir sur l'histoire de l'atténuation globale. Donc, précédemment, on a fait des études. Donc, soit je fixais C2 à 0 et je faisais varier L2, soit je fixais L2 à l'EP et je faisais varier C2. Maintenant, on va voir ce qui se passe si je fais varier tout le monde en même temps. Donc, pour cela, on va utiliser une représentation du type surface de Riemann, donc qui ressemble à ça. Donc, on retrouve donc les courbes qu'on a ici dans les plans qui correspondent. Sur l'axe des ordonnées, on retrouve donc les pulsations propres de chacun des modes. Et en couleur, donc ça correspond ici un peu de manière simplifiée à l'atténuation modale au niveau de l'atténuation modale des modes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si c'est bleu, l'atténuation modale elle est plus faible qu'à l'EP, et si c'est rouge, l'atténuation modale elle est supérieure à l'EP.
Et comme on n'a jamais un endroit où il y aura deux surfaces rouges, ça veut bien dire pardon, que le P va correspondre à l'endroit où l'atténuation globale sera optimale, vu que le mode le moins atténué sera justement vers son atténuation maximale au niveau de l'E P. Donc ça, c'est pour une étude ici, on va dire statique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas varier les paramètres au cours du temps. Ici, c'est si à chaque endroit, en fait, ce que ça me dit, donc c'est que pour un paramètre L2, C2, je peux obtenir donc, les modes qui correspondent. Donc, si je me place ici à cet endroit-ci, je peux obtenir donc, la pulsation propre en regardant l'axe des ordonnées et, donc le taux de décroissance en fonction de la couleur. Mais donc, un effet intéressant par rapport à ces surfaces de Riemann, c'est justement qu'on voit qu'elles s'intersectent. Donc, si je pars de ce feuillet-ci et que je contourne le P, donc ici indiqué par une croix, ce qu'on voit, c'est que naturellement, vu que les surfaces intersectent, en fait, après un tour dans l'espace paramétrique, je vais me retrouver sur l'autre feuillet. Et si je veux revenir à ma position initiale, il faudra que je refasse un tour dans l'espace paramétrique pour revenir à ma position initiale. Donc ça, c'est d'un point de vue purement géométrique, mais ce qu'on pourrait se demander, du coup, c'est est-ce que si sur mon expérience, je me place initialement donc, sur un des modes, que je fais varier mes paramètres, donc, la position de la masse du second pendule et le champ magnétique au cours du temps, est-ce que je pourrais faire justement, en décrivant du coup, ces cours paramétriques, est-ce que je pourrais passer d'un mode en phase en opposition de phase en faisant ces variations de paramètres? Donc ça, c'est ce qu'on a voulu réaliser. Donc je remets une photo de la manip du coup modifiée ici. Donc on retrouve notre amortissement par courant de Foucault ici. Donc celui-ci, on peut le contrôler par un potard ici, donc par rapport à un générateur qu'on a ici. Donc on peut faire varier l'amortissement au cours du temps en faisant varier l'intensité du courant. Et on est venu aussi rajouter du coup un actionnaire linéaire électrique donc, sur le second pendule, donc, il est affiché ici. Et on voit que grâce à un système, donc on a accroché la masse avec une ficelle. La masse, on peut la faire coulisser. Donc, si on voit peut-être pas très bien ici, mais une vis. Si on dévisse la masse, justement, on peut la faire coulisser facilement le long du pendule. Et donc, grâce à cet actionneur linéaire, pardon, on peut faire déplacer la masse du coup, de plus ou moins 7 cm au cours du temps grâce à un interrupteur. Donc, à partir de ça, on peut justement essayer de décrire ces variations donc, de paramètres au cours du temps. Et donc, c'est ce qu'on a réalisé. Hop, voilà. Donc, sur la figure de gauche, on affiche donc d'abord la réponse du système, les 10 par seconde. Donc ici, on voit qu'on a mis le système en phase, on est parti du feuillet du bas. Et initialement, donc L2, il vaut la valeur de P, et C0, il vaut 0. Ensuite, on a fait varier donc, les paramètres au cours du temps pour décrire les variations dans l'espace paramétrique décrites précédemment. Donc là, on voit pareil, les enveloppes au cours du temps. Et au bout d'un encerclement du coup de 2 minutes, on voit qu'on est bien tombé sur le mode en opposition de phase ici majoritairement, et pour des paramètres identiques. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle donc un changement de mode. Et on pourrait se demander donc, maintenant, en partant de ce mode en opposition de phase, est-ce qu'on peut retomber sur le mode en phase en refaisant le même encerclement? Donc ça, c'est ce qu'on a réalisé. Et là, c'est pas du tout le cas. On part majoritairement du coup en opposition de phase, mais à la fin, on retombe pareil sur un mode majoritairement en opposition de phase et en plus très atténué. Donc on pourrait se demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc pour cela, il faut revenir sur les surfaces de Riemann. Donc pour la première transformation, on avait le changement de mode. Ici, ce que j'affiche, c'est l'état moyen du système. Donc, grâce aux amplitudes mondales instantanées et aux valeurs propres, je peux connaître quel est le système dominant dans quel système. Donc ici, on voit qu'on l'initialise du coup bien en face sur la surface initiale. Et après, au cours du temps, donc, je vais faire venir varier mes paramètres. Le problème, c'est qu'en faisant varier mes paramètres au cours du temps, je vais venir perturber le système. Et ces perturbations, elles vont venir peupler à chaque fois les modes instantanés. Et ce qu'on observe, c'est que dès lors qu'on va dépasser le P, en fait, comme il y a un mode en rouge qui est beaucoup plus atténué que l'autre, les perturbations et donc la façon dont on va venir peupler ce mode, il va disparaître assez rapidement, alors que la surface en bleu, elle va être peuplée et elle va être moins amortie. Du coup, elle va être majoritaire à la fin de l'encerclement. Et donc, dans ce sens d'encerclement-ci, le mode qu'on initialise par nous, en fait, on va suivre tout au long du temps la surface bleue. Et ça fait qu'à la fin, il va rester plus ou moins sur la même surface. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc une transformation adiabatique, vu qu'elle reste principalement dans le même mode. Par contre, quand je parle de la surface du et que je fais le même trajet, là, c'est le contraire. En fait, j'arrive rapidement dans la zone rouge et du coup, il va rapidement se décaler en fait, sur l'autre surface. Et à la fin, du coup, je vais retomber sur le mode initial, mais très atténué du fait de cette surface rouge. Et donc, on voit que si on fait un encerclement dans le sens horaire, on va avoir un effet polarisant du fait que le mode à la fin de cet encerclement, il dépend surtout donc, du sens d'orientation et pas des conditions initiales. Et de la même façon, en fait, si on fait des encerclements dans l'autre sens, on va obtenir l'effet opposé.
Là, peu importe comment je tourne, la position, donc, le mode à la fin d'un encerclement, ce sera majoritairement du mode en phase. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle donc les effets de Kiro, justement, en faisant varier les paramètres au cours du temps, donc dans un sens ou dans l'autre. Le mode qui est favorisé va dépendre du sens d'encerclement et pas des conditions initiales. Et donc une autre façon de le voir, du coup, ici, c'est de regarder juste, encore une fois, donc, les 10 premières secondes et les 10 dernières secondes de chaque encerclement. Donc, pardon pour l'anglais ici, mais du coup, sur cette colonne, c'est dans le sens horaire, ici, dans le sens anti-horaire. La première ligne, c'est si je commence en phase, la deuxième ligne, si je commence en position de phase. Et à chaque fois, en fait, on voit donc le mode à la fin. Ce sera ici donc dans le sens horaire du mode en position de phase, qui sera donc plus atténué ici du fait de la transition diabatique. Et on a fait le contraire ici, majoritairement du mode en phase, mais avec ici encore une fois un mode très atténué. Et donc là, ça, du coup, ça vient conclure l'encerclement en temps qu'on a pu réaliser sur cette manip toute simple. Donc, juste pour cette manip, du coup, on a une manip assez simple qui a permis de mettre en évidence tous les effets liés aux EP. Et donc, c'est une manip qui pourrait être très bien utilisée à des fins pédagogiques, justement, pour expliquer les phénomènes d'EP. Maintenant, on va s'intéresser enfin pour finir donc, à un système acoustique, une qualité acoustique qui là va présenter une infinité de modes propres. Donc, on a envie de voir, pareil, qu'est-ce que les EP peuvent apporter ici, est-ce qu'on retrouve encore des atténuations optimales. Donc notre système, il ressemble à ceci, donc une cavité acoustique ici, donc un découplé, un résonateur dissipatif. Et pareil, on va chercher les modes, donc pour cela, il va falloir faire une analyse modale. On peut soit partir du modèle analytique, soit du modèle discrétisé. Donc si on parle du modèle de la solution harmonique, donc dans la qualité, on va travailler en potentiel de vitesse, ce sera plus simple après pour calculer l'énergie. Et on considère donc un potentiel de vitesse décrit par le fonction harmonique, et donc le mouvement ici du résonateur U qui, lui, pareil, est harmonique. Ces équations du coup, elles doivent satisfaire les conditions de couplage donc, sur la vitesse entre la paroi et le résonateur, et donc sur la force appliquée par la pression de l'air sur les résonateurs. Et on obtient ainsi donc, un problème de valeur propre, cette fois qui est dit non linéaire, pour lequel en fait, on va avoir donc, une infinité de racines qui donc seront encore une fois trouvées en résolvant, donc, en cherchant les racines du déterminant de f. Mais comme celui-ci fait un déterminant des fonctions sinusoïdales, on va avoir une infinité de modes propres, même si la matrice ici est seulement de taille 2 par 2. Donc ça, c'est un problème proprement linéaire. Mais si on discrétise le système, donc on va le discrétiser comme ceci, donc en faisant intervenir ici du coup la méthode des éléments finis. Donc on a ici donc, nos matrices FM et de masse et de raideur obtenues par la méthode des éléments finis. Cette fois, la matrice de masse donc, est toujours définie positive. Par contre, la matrice de raideur est semi-définie positive. Et encore une fois, on va utiliser donc, les relations de couplage pour venir coupler donc, le système discrétisé et le résonateur. Donc, on va retomber donc, sur un problème aux valeurs propres quadratiques. Et encore une fois, si on veut trouver les racines, il faut trouver les valeurs propres, pardon, il faut chercher les racines du déterminant. Et cette fois, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a une matrice de taille n par n, mais qui possède deux n valeurs propres. Donc, peu importe la méthode choisie, on peut retrouver donc, les modes propres, les premiers modes propres de façon identique. Donc ici, j'affiche les potentiels de vitesse dans la cavité, donc de 0 à 1, donc la longueur de ma cavité. Et ici, j'affiche la réponse du résonateur au cours du temps. Et donc ici, en couleur, donc c'est par ici, les couleurs, ça correspond à comment se déplace le champ de vitesse dans la cavité pendant donc, ces premiers instants. Et on observe bien ici, donc, pour les modes propres, des réponses harmoniques. Donc l'oscillateur aussi de façon harmonique et le champ de vitesse aussi. Donc maintenant, on va chercher un point exceptionnel. Donc on va plutôt partir du point valeur propre linéaire. Donc ça va être une solution donc, de ce problème-ci. Donc encore une fois, ça va être une racine donc, du déterminant de f, mais aussi cette dérivée donc, par rapport au oméga. Et comme on l'a vu précédemment, donc, si on a juste un paramètre complexe, on peut donc, trouver un EP à valeur complexe. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va considérer K comme un paramètre dont on va dépendre justement les EP, donc la valeur CR pour avoir la valeur de l'amortissement CR pour avoir un EP, mais aussi donc, la valeur du mode propre à l'EP. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire varier KR. À chaque KR, on va trouver donc, la valeur d'amortissement correspondante qui permet d'avoir un EP. Et on va comme ça suivre par continuation numérique donc, les solutions jusqu'à ce que l'amortissement devienne réel. Donc initialement, on commence à K du coup qui vaut à peu près 40 000. On va le faire diminuer. Donc ici, j'affiche la partie réelle imaginaire de CR qui permet d'avoir un EP. Et on voit pour une certaine valeur de KR, j'obtiens bien du coup une valeur de CR qui aura une partie imaginaire nulle. Et donc comme ceci, j'obtiens donc un jeu de paramètres donc KR, CR qui permet d'avoir un EP. Et donc on va regarder comment se comporte le système à l'EP. Et ce qu'on a fait ici, c'est pareil, donc par rapport à ce qu'on avait regardé plutôt dans les pendules couplées. Il y avait donc le mode
le mode propre standard à l'EP et le mode propre généralisé. Donc ici, on va faire en sorte d'exciter juste le mode propre standard pour le système l'oscillateur amorti. Et là, j'ai rajouté donc l'enveloppe en exponentielle de lambda 0t. Donc on voit que pareil, il épouse bien parfaitement donc, la solution temporelle. Et je peux aussi donc exciter le vecteur propre généralisé. Et on voit ici que ça épouse parfaitement donc l'enveloppe d'une fonction donc t exponentielle lambda 0t. Et donc encore une fois, ça met en évidence qu'on est bien donc, sur un EP avec des histoires donc, de vecteurs propres et de vecteurs propres généralisés. Et donc d'un point de vue des valeurs propres, donc là, je vais regarder comment vont se dépasser les valeurs propres dans le plan complexe. Donc ici, l'axe des abscisses, donc c'est l'utilisation propre, donc l'utilisation des modes. Et en oméga, pardon, en sigma, pardon, c'est donc l'atténuation modale, donc plus CO et plus le mode est atténué. Donc initialement, on a C qui vaut 0, donc c'est tous les points bleus sur la figure. Et dès lors qu'on va augmenter l'amortissement, on va obtenir un EP à une certaine valeur, donc ici du cercle EP qu'on a vu. Donc on voit que tant qu'on augmente le P, les deux modes, le mode le moins atténué va continuer d'avoir une meilleure atténuation. Et ensuite, dès lors qu'on dépasse le P, il y a un mode qui sera plus amorti, oui, pardon, mais un autre qui sera beaucoup moins amorti. Et encore une fois, on voit ici, donc si on regarde juste les pulsations propres, les atténuations modales sigma, que le P, ça va correspondre à un optimal justement pour ces deux modes-ci. Et ce qu'on observe encore plus ensuite, c'est que si on continue de faire varier CR jusqu'à 2CR0, les modes propres vont se fusionner sur l'axe ici, donc l'axe vertical. Et ça va plutôt correspondre au genre de P qu'on peut retrouver dans un système d'oscillateur amorti, où les modes conjugués vont fusionner entre eux pour donner naissance à deux modes purement dissipatifs, donc qui oscillent. Et d'un point de vue, du coup, si on veut regarder plutôt la réponse libre du système, donc vu qu'ici il y a à la fois le champ de vitesse et le déplacement du ressort, on va plutôt regarder donc, comment se comporte l'énergie du système. Ça nous permet d'avoir une grandeur scalaire plus facile à traquer. Et on va regarder cette grandeur, cette énergie, la valeur d'énergie au cours du temps, pour différents jeux de conditions initiales et plus ou moins proches de l'EP. Donc, comme on le rappelle, les vecteurs propres ils se développent donc comme ça et plus 2 comme ceci. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut soit exciter une composante collinaire au vecteur propre si on fait la somme de nos vecteurs propres, ou soit une composante collinaire au vecteur propre généralisé si on fait la différence. Et donc ça, c'est ce qu'on fait sur cette figure. Donc à gauche, on excite le vecteur propre standard, à droite, le vecteur propre généralisé pour différentes valeurs. Donc bleu avant le P, orange à le P et en vert super le P. Et encore une fois, donc, sur ces deux figures, on voit que l'énergie décroît plus rapidement donc, sur la figure orange, donc celle qui correspond au point exceptionnel. Et on retrouve, donc ici, j'affiche en échelle logarithmique. Et donc on retrouve en fait le petit caractère, justement, la croissance linéaire initiale ici, qui fait qu'on n'a pas une pente purement linéaire dans l'espace logarithmique. Donc voilà, c'est pour les travaux qui ont été réalisés. Maintenant, je vais passer à la conclusion. Donc, tout d'abord, concernant l'étude avec paramètres statiques, pour différentes configurations des paramètres, donc on a pu mettre en évidence justement un point exceptionnel dans un système mécanique très simple, et on a pu mettre en évidence toutes les propriétés associées, et en plus de ça, pour des paramètres réels, ce qui n'est vraiment pas facile à réaliser. On a pu donc étendre ces résultats à la cavité et montrer que le P correspond encore une fois à une atténuation optimale de la réponse libre des modes concernés. Et pareil, je n'ai pas montré ici, mais pour retrouver les vecteurs propres généralisés de la cavité, on a pu les retrouver de façon analytique et numérique. Et donc, pour ce qui est des paramètres dynamiques, donc l'encerclement, on a pu réaliser depuis longtemps, encore une fois, sur une manip très simple. Donc ça nous a pris pas mal de temps et on a réussi à avoir les résultats attendus. Donc je ne les ai pas présentés ici, mais on a fait des études en numérique pour essayer de trouver les paramètres qui permettent d'abord de favoriser l'effet Kira, justement d'avoir plus ou moins le mode en sortie. Et ensuite, pareil, je ne vais pas montrer, mais on a dû utiliser des algorithmes pour pouvoir suivre les modes propres au cours du temps en faisant varier les paramètres. Donc pour ça, on a utilisé l'utilisation par exemple de fil de Kalman étendu, dont je n'ai pas parlé ici. Et les effets statiques, ils ont fait l'objet d'une publication dans le JSV. Et les effets d'encerclement, ils vont faire l'objet d'une soumission dans PRApplied récemment, enfin bientôt. Pardon. Et enfin, donc, pour les perspectives, il y a plusieurs questions qui s'ouvrent ici. Je vais être un peu la volée, mais donc on a fait varier les paramètres pour obtenir des effets chiro, mais est-ce qu'on pourrait les faire varier pour obtenir des meilleures atténuations en utilisant une atténuation, un amortissement constant, par exemple? Donc ça, c'est une piste de travail. Pour la qualité, ici, on s'est limité à donc, juste faire fusionner deux modes propres, mais il faudrait plutôt faire fusionner plusieurs modes propres à basse fréquence pour obtenir un effet plutôt réaliste et
le plus pratique. Donc, pour ça, on aimerait faire fusionner soit plusieurs modes entre eux, soit faire fusionner plusieurs groupes de modes. Donc ça, c'est en cours. On trouve des paramètres qui permettraient de réaliser ceci en garantissant des solutions réelles et positives pour avoir des traitements passifs. Pareil pour la qualité, est-ce qu'on peut étendre ces résultats donc, à des systèmes 2D et 3D en vue de la concevoir. Pareil, ensuite, est-ce qu'on peut obtenir donc, les effets de chiralité dans un guide d'onde. Et, pardon. Et enfin, dans ces résultats ici, j'ai montré des réponses libres, mais on n'a pas, on s'est un peu intéressé à la réponse forcée. On a montré on a pu voir qu'il y avait des liens justement entre les EP et des critères d'atténuation de Q-mass damper, mais ça c'est encore à l'étude notamment pour la qualité, de voir si on peut obtenir une atténuation optimale, même en forcé, en faisant un développement par rapport au point exceptionnel. Voilà, merci de votre attention.